Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre parcours, c'est une symphonie d'activités artistiques entre l'Italie, la Belgique, la France et même le reste du monde. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous vous en êtes toujours sorti, car vous êtes moralement et physiquement aussi solide que l'opéra rock qui vous a rendu célèbre. Bonjour Michelangelo Loconte. Bonjour Jacques, merci. Bonjour Sud Radio. Merci. Voilà, alors, il se trouve qu'on vous connaît à travers Mozart, l'opéra rock, oui, qui a été un triomphe mondial. Oui. Vous sortez un album, déjà les premières chansons d'un nouvel album, votre retour. Et donc le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre parcours, mais aussi de ce nouvel album. Donc le parcours, on va commencer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors je ne sais pas si c'est le 10 ou le 17, mais c'est en décembre 94, votre première télé. Écoutez. E il brano si chiama? Aria. Aria, Michele Loconte. C'est Rita Pavone, star italienne mondiale d'ailleurs, qu'on avait appelée poil de carotte en raison de ses cheveux roux, qui vous présente dans les salons de l'hôtel Hilton à Rome. Vous vous en souvenez? Exact, c'est parfait. Et c'est vrai que c'était la finale du Festival des Inconnus. Qu'est-ce que c'était? C'est un festival créé par Teddy Reno, qui à l'époque faisait les films de Toto, il faisait des chansons comme ça, et Rita Pavone, donc sa femme Rita Pavone. Et il prenait des talents et les mettait sur scène directement, et après il les suivait. Et moi, c'était une grande expérience pour moi, parce que c'était un festival honnête, intéressant. Rita Pavone m'a appris des choses aussi sur le spectacle, et donc c'était très intéressant. D'ailleurs, elle avait même gagné ce Festival des Inconnus elle-même au départ. C'est vrai. C'est comme ça qu'elle avait connu vrai. son mari. Et alors, vous étiez arrivé comment là-dedans? Alors, parce que des amis, ils savaient que moi, je ne me mettais pas faire la queue pour faire l'artiste. Donc, j'avais mon laboratoire et je travaillais, j'avais ma rock band, new wave, rock, comme ça. Et donc, ils m'inscrivaient à des trucs pour me faire plaisir. Donc, du coup, ils m'ont écrit au Festival de Castrocaro. Et Rita Pavone avait l'usage de prendre tous les rejets, en fait, les artistes rejetés par les autres. Et elle regardait c'était qui l'artiste intéressant, rock, comme ça. Donc, elle m'a pris là. Et ce soir-là, vous avez chanté Aria. E solo aria. La vita è aria che va. Et vous avez montré la puissance de votre voix et remporté le concours à l'unanimité. Exact. C'est Oui. un moment fort de remporter ce concours? Oui, quand un concours il est pour de vrai, c'est toujours très fort, parce que c'est tous les artistes qui votent, chacun l'artiste qui lui plaît, excepte soi-même. Et donc du coup, tous les artistes en unanimité m'ont voté moi. Voilà. Magnifique. Mais c'est assez rare, en général, c'est le public qui vote ou d'autres Oui, gens. en général, oui. Donc on peut faire n'importe quoi. Exact. Il y a à une époque, il y avait une émission de radio, le Stop ou encore sur RTL qui passait. Les étudiants étaient mobilisés le matin pour appeler, ils étaient payés pour appeler pour voter pour cette chanson. C'est ce qu'on appelle quelque chose de vrai. Alors, Aria, on le sait pas toujours, c'est une pièce de musique vocale ou instrumentale qui représente le moment où l'action s'arrête et permet au personnage d'exprimer ses sentiments, et ça permet de mettre, c'est une épreuve pour la voix du chanteur. Je sais pas si vous le savez. Oui, je le sais. Une aria d'opéra. Exactement. Alors, à l'époque, vous vous appelez Michele Loconte, mais pas Angelo encore. Non, pas Michelangelo. Pourquoi? Michelangelo, c'était un surnom qu'on me donnait parce que je faisais l'institut artistique. Donc, du coup, j'avais l'habitude de faire toujours des grandes choses, un jour, c'était presque grand comme une paroi, comme ça. J'étais dans le dessin, dans la sculpture, que beaucoup. Donc, Michelangelo, c'était facile. Et après, voilà, j'ai décidé de m'appeler Michelangelo. Avec le K. Avec le K. Pas CH. Voilà. Vous êtes né à Cerignola, c'est dans... Cerignola. Cerignola, c'est dans les Pouilles. Les Pouilles, c'est le sud de l'Italie. C'est une très belle région. C'est le talon, si on l'imagine comme une botte. Oui. C'est ça. Oui. Et là, vous avez une jeunesse tranquille avec vos études. Et au départ, c'est l'art qui vous intéresse. L'art et l'architecture. Toujours, c'est l'art qui m'intéresse. Tout le temps. Depuis petit. Comment c'est venu, ça? C'est instinctif, c'est l'ADN, c'est comme ça. Mais vous avez travaillé comme dessinateur d'architecture et d'ameublement. Ça n'a rien à voir avec la chanson. Oui, en réalité, j'étais dans le dessin en général, et j'avais décidé de faire une formation d'architecture, voilà, comme ça, d'intérieur, comme ça. Oui. Mais en même temps, avec une envie de faire autre chose. Une envie de faire tout, la peinture, la musique, le théâtre, voilà. Et même la publicité, puisque vous avez fait des cours à la faculté sciences des communications de Perugia, avec une spécialisation en sciences
sciences et techniques publicitaires. Exact. Séduction de la communication. Oui. Pourquoi? Parce que ça me branchait pas trop de faire sciences politiques comme on m'avait conseillé, donc j'ai trouvé ça, et c'était l'université des étrangers à Perugia, donc dans le centre de l'Italie, dans le cœur de l'Italie, que c'est la même université où Bob Dylan rêvait d'arriver dans cette université parce qu'une fille dont il était amoureux faisait cette université-là. C'est extraordinaire. C'est pour ça que extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais en même temps, c'était une autre façon. Vous cherchiez un peu votre voix. Oui, je suivais indirectement les pas du rock, je suivais ma voix, de musicale, artistique, comme ça. J'étais là-dedans, j'ai carburé à l'art, à la poésie, à l'art, voilà. Et la musique, c'est venu comment? La musique, c'était par rapport au rock band que je voyais. Ça m'intéressait d'être dans une rock band, d'être frontman, ou alors derrière jouer les claviers avec une rock band. Voilà, mais en même temps, la musique, ça vous attirait depuis toujours, Michelangelo. C'est la New Wave qui m'a donné l'envie vraiment de faire la musique. Ça m'intéressait depuis petit, parce que quand je touchais une guitare, un piano, je rêvais de pouvoir jouer. Donc ça, je me suis approché naturellement aux instruments. Après, j'ai aimé, quand j'étais petit, des chanteurs improbables pour un enfant. Par exemple, Fred Buscaglione. Des choses étranges, que c'était un vieux chanteur italien qui faisait des super chansons dans les années 50 comme ça. Il y avait Marino Marini aussi à cette époque-là. L'orchestre italien très connu. Exact, voilà. C'est pour ça que j'ai fini dans les mains de Rita Pavone finalement. Parce que... C'était autre chose. Ouais. Et vous avez très jeune, vous savez jouer du synthé, du piano, de la guitare, de l'harmonica et des percussions. Oui. Comment vous avez appris? Je n'ai pas appris, je n'ai jamais appris, encore aujourd'hui. C'est juste que c'est des outils, pour moi, c'est des outils d'expression. Tout comme la musique. Pour moi, la musique, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen de communication. Voilà. D'accord. En même temps, donc, vous avez trouvé cet orchestre, enfin, ce groupe de rock Art Décade qui existait. C'était quelque chose de parallèle, de très, très secret, très discret. Oui, c'était une rock band, New Wave, toujours, parce que moi j'écoutais Bauhaus, des choses comme ça, qui s'était déjà produit avec toutes les filles un peu de la ville, quelques-unes de la région, comme ça, donc qui aimaient cette rock band. Et quand ils se sont dissociés, parce que les gens ils vont à l'armée, etc., ben, moi j'en ai profité pour discuter avec le batteur, on a reformé ce groupe, et donc là, on l'a lancé avec des chansons originales que j'ai composées. Voilà. Des chansons assez sombres au départ. Oui, mais vous savez, c'est le décadentisme italien de la poésie, donc c'est pas si sombre que ça. C'est le mal de vivre de l'adolescent. C'est une célébration à la vie aussi. Et Art Décade, je crois que c'est aussi le titre d'une chanson de David Bowie. Exact. Donc c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Alors, vous avez fait aussi un peu de théâtre au départ? Oui, de tout petit, dès 5 ans. C'est-à-dire? Ben, ma mère, elle était prof d'école, donc elle faisait des pièces de théâtre comme ça. Et après, j'ai continué avec tous les gens qui faisaient des pièces de théâtre. J'ai continué toujours à faire du théâtre. Chaque fois que je voyais un centre culturel de théâtre, je me mettais dedans pour pouvoir être sur scène. Et vous jouiez quoi? Souvent, au premier rôle, je jouais les comédies de Edoardo De Filippo, que j'admirais beaucoup. Avec le désir de faire des choses de Pirandello, de toute une culture italienne... un théâtre assez psychologique, en même temps populaire, en même temps facile, voilà. En même temps, vous avez envie de faire de la musique, de faire du théâtre, mais dans un style très particulier qui est le vôtre. C'est pas un style populaire, c'est souvent un style parfois sombre. J'ai toujours choisi le style des choses artistiques que je voulais faire. Par exemple, là, le côté métaphysique de la famille, comme ça, qui traitait Edoardo De Filippo, même de Fellini. Parfois, il y a des films ironiques, presque de l'humour de Fellini, comme Amarcord, mais qui gardent toujours une base métaphysique. Ça m'intéressait beaucoup. J'avais déjà compris ce genre de langage, quoi. Voilà. Alors, vous avez aussi travaillé avec des stars italiennes peu connues en France. Il y a eu Mia Martini, qui est... Non, je n'ai jamais travaillé avec Mia Martini, mais j'ai travaillé avec c'était une femme qui était la mère de Mia Martini, de Loredana Bertè, qui était prof de chant, que j'ai croisé à ce moment-là. Et vous avez rencontré des compositeurs déjà à cette époque-là. Il y a eu Maurizio Piccoli, je crois, était un de vos premiers compositeurs. Oui, on essayait en fait de monter ma carrière avec une chanson forte. Et donc ça, c'était un des compositeurs de Loredana Bertè, et voilà, la sœur de Mia Martini. Et donc voilà. Alors, il se trouve qu'en Italie, il y a plein de stars qu'on ne connaît pas en France. En revanche, à une époque, des stars françaises comme Sylvie Vartan ou Antoine, au Festival de San Remo, venaient en Italie.
Absolument. Mais nous, on a eu un grand respect pour la musique française, celle pour de vrai. Oui, Voilà, oui. la grande musique française. Aznavour venait régulièrement en Italie. Bien sûr. Parfois même faisait des choses en italien, comme ça. Oui. Et il était très apprécié. Voilà. Même Dalida, elle s'est présentée beaucoup de fois. Une émission qui s'appelait Cantagiro dans les années 60. Oui. Voilà, on recevait beaucoup de Français. Oui. Malheureusement, elle a accepté de faire le festival de San Remo avec son chanteur Luigi Tenco qui s'est suicidé parce Exact. qu'il a été éliminé. Ça a été le Exact. drame de sa vie. Exact. C'est vrai que le festival de San Remo, c'était pas votre truc. Non, parce que c'était un peu manipulé par les maisons de disques. Donc, Oui. du coup, c'est ça qui ne me plaisait pas. Et cette recherche absolument de la chanson mélodique, qu'aujourd'hui a disparu en Italie. Il y a plusieurs genres, voilà, y compris le rock. Oui. D'ailleurs, je suis un produit de ça. Måneskin, c'en est la preuve. C'est un groupe qui est mondialement reconnu, de rock italien, et les plus grands pour le moment. Et donc, voilà quoi. Je viens de là, en fait. Je viens de cette éducation rock. Voilà, et vous êtes allé ailleurs, et on va évoquer une autre date aussi importante dans votre parcours, le 22 janvier 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Michelangelo Loconte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michelangelo Loconte. On parlera tout à l'heure bien sûr de Mozart, qui a été un grand succès mondial. On parlera de votre premier 45 tours, enfin single album qui sort, et on est, je crois, les premiers à en parler. On a évoqué vos débuts en Italie, assez particuliers. Et le 22 janvier 2011, c'est un jour assez particulier. Vous êtes aux Energy Awards pour rendre hommage à ce chanteur. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Ce sont les 25 ans de la disparition de Balavoine. Vous savez que cette chanson, le chanteur, c'était son dernier essai. Il avait fait 2 albums qui n'avaient pas marché. Il a dit, si je ne vends pas 30 000 de cette chanson, j'arrête. Il en a vendu 200 000. Et c'est vrai que à ces Energy Awards, je crois avec Florent Mott et Grégoire, Oui. vous rendez hommage à Balavoine. Oui, absolument. Pourquoi ? Parce que vous venez de le dire, c'est un des chanteurs libres français qui faisait vraiment des concepts artistiques, qui en faisait des chansons, donc qui écrivait des textes, des chansons et qui se lançait. En plus, vous savez, il y a une connexion entre moi et ce genre de personnes, d'artistes, parce que aussi je viens d'une comédie musicale. Lui, c'est la même chose. Il venait d'un musical, d'une rock opéra. Voilà. Oui, de Starmania. Starmania, Il a ouais. été engagé, Ouais. et personne ne le connaissait, Ouais. mais le chanteur est sorti au même moment. Exact. Donc il a eu un double succès. Oui. Alors il se trouve que vous l'aviez aussi chanté, je crois, 10 ans plus tôt, en Belgique. Il y avait Oui. un spectacle. Il y avait un spectacle fait par un ami qui s'appelle Thierry, en fait, qui rendait hommage à Balavoine. Il voulait prouver que c'était possible de le faire en rock comme Oui. ça. Et donc, il appelait plein d'artistes qu'il connaissait. Donc, moi, j'en faisais partie. Oui, car vous êtes à l'époque en Belgique. En fait, vous avez tenté de faire carrière en Italie et en France. Au départ, je crois qu'il y a eu un projet avec Claude Barzotti qui n'a pas vraiment marché. En réalité, moi, j'ai fait un concours de la chanson italienne. J'étais un peu déçu du genre de concours que c'était, donc je me suis baladé dans Bruxelles, je me suis pas présenté, voilà, ils sont venus me chercher avec la police, voilà, ils m'ont mis sur scène, voilà, comme ça. Et c'est là que j'ai connu Barzotti, qui m'a invité pour un projet. Donc je suis resté en Belgique, et je voulais savoir c'était quoi le projet, et c'était une comédie musicale qu'il voulait faire. Et donc, il avait monté un truc qui s'appelait Les Nouveaux Nomades. Et moi, je devais en faire partie. Après, ça s'est plus fait. Mais j'ai décidé de rester dans les terres francophones voilà, parce que j'étais intéressé, parce que le père de Laura Pausini m'avait dit que c'était l'usine des studios, des vrais studios d'enregistrement. Et qu'il vaut mieux apprendre le métier là. Et donc, du coup, j'ai suivi ce conseil-là. Et voilà. Et vous avez habité au départ à l'hôtel. Oui, exact. Oui. Pourquoi ? Moi, j'ai une vie particulière. J'ai une vie particulière. Jusque-là, c'est assez fou, quoi. J'étais un peu vagabonde. Je tournais avec mon sac à dos et j'allais où je voulais. Voilà. Vous étiez libre, en tout cas. Et il se trouve que vous avez effectivement connu ces studios belges. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, Sheila, star française, qui va enregistrer en Belgique, il y a une raison. Elle trouve qu'on est beaucoup mieux en Belgique qu'en France. Il y a une raison, oui. Il y a une raison. Et c'est vrai qu'en plus des Italiens en Belgique, il y a eu Adamo, Frédéric François et quelques autres. Oui. Alors, il se trouve que vous êtes installé à Liège au départ. Oui, je me suis installé à Liège. J'étais d'abord dans un village, après j'ai décidé d'aller à Liège pour avoir plus de contacts, pour discuter, comme ça. Donc là, j'ai passé des années à faire de la musique live avec des excellents musiciens. C'est vrai. Qu'après, ils se sont retrouvés tous avec Moran, Lara Fabian, donc voilà. Et vous avez travaillé avec eux alors qu'ils n'étaient pas connus. Oui. Mais à chaque fois, vous faisiez ça pour le plaisir, pour progresser, Michelangelo ? Non, je faisais ça pour monter, pour bâtir ma carrière. Et
Et pour tracer le chemin de ma pensée sur Terre, vraiment pour de vrai, quoi. C'est-à-dire je voulais faire de la vraie musique avec une vraie band, mais faire de la création artistique pour de vrai, mettre ma musique, rendre ma musique pas si commerciale que ça, mais assez expressive comme ça. Et donc, du coup, j'essayais de monter quelque chose. Et j'essayais pendant des années de faire ça. La raison, par exemple, pour laquelle je n'ai pas fait d'album jusque-là, c'est parce que les planètes s'alignaient jamais. C'est pour ça. Avec les autres gens, on n'était jamais totalement d'accord, mais j'étais d'accord avec la personne qui m'a permis de faire cet album, et on en parlera. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Il se trouve aussi qu'à l'époque, tout le monde va à Bruxelles, vous allez à Liège. Pourquoi ? Parce que Liège était plus sauvage. Voilà. Et vous Il y avait plus c'était plus sauvage, plus de musique live, plus de... Voilà, je sais pas, j'ai senti ce côté un peu fêtard de Liège. Les boîtes, il y avait plus l'ambiance que je cherchais. Oui, il y avait une ambiance... En plus, les grandes villes me font peur parfois, donc du coup, voilà. Et il y a un jeu, Michelangelo Loconte, qui est né à Liège chez Colin Maillard. Je ne sais pas si vous savez jouer à Colin Maillard. Non, pas du tout. C'est un jeu où on a les yeux fermés, les enfants jouent à ça et on doit rattraper l'autre. En fait, Colin Maillard, c'est un jeu qu'on joue dans toutes les cours d'école. Et en fait, il y avait un certain Jean-Colin Maillard de Liège qui avait eu les yeux crevés dans une bataille et qui faisait justement, qui courait après les autres avec les yeux fermés. Et c'est comme ça qu'est né ce jeu que tous les enfants jouent à l'école. C'est incroyable, moi je savais pas, j'ai vécu des années à Liège, mais je savais pas du tout que c'était... Mais merci. Et alors, il y a quelqu'un qui vous a remarqué aussi, qui est un producteur-chanteur qui a eu du succès avec le groupe Léopold Nord, c'est Alec Mention. L'adorable Alec Mention, qui était sûr et certain que moi j'étais un véritable artiste. Et qui m'a aidé, qui a voulu faire un album avec moi. Il lui en a empêché, évidemment, mais il voulait vraiment faire un album avec moi. Il m'a donné des super conseils. Et encore, je l'admire et je l'apprécie. C'est un être humain vraiment excellent. Alec Mention, je le salue d'ailleurs. À l'époque, il était marié avec Muriel Dac et il a fait le succès Tropique. Oui. Et pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi ça n'a pas marché, cet album? Pourquoi ça s'est pas fait? Parce que il travaillait dans une maison de disques, donc quelqu'un lui a garanti qu'il pouvait faire mon album mieux que lui, donc il m'a arraché à Alec Mention. Et moi, j'en étais très triste, mais voilà, donc on a donné confiance à une autre personne, mais on a très mal fait parce que... Oui. Et alors, vous avez travaillé en coulisses, Michelangelo Loconte, comme directeur artistique. Oui. Exact. Comment c'est venu ça? Moi, j'étais intéressé au travail de studio, aux machines de studio, aux instruments, la façon de les enregistrer comme ça. Et donc, du coup, parfois, je connaissais des artistes. Et un jour, une amie m'a demandé, qui avait fait l'Eurovision, pour la Belgique. Morgane, oui. M'a demandé en fait de faire un album avec ses chansons. Donc, c'est là que j'ai commencé à être directeur artistique. Après, ça marchait. Et d'autres personnes m'appelaient, voilà. Elle avait été représentante de la Belgique avec la chanson « Nous, on veut des violons », écrite par Basotti, au concours Eurovision 92. Exact. Voilà. Et elle avait participé au single « Le bal des gueux » d'Alex Mention, au profit d'une opération Thermos pour des repas pour les sans-abri, l'équivalent des Restos du Cœur. L'équivalent des Restos. D'ailleurs, il a commencé en Belgique, je crois, les Restos du Cœur. Exactement. Alors, ça vous a donné de nouvelles voies. Vous travaillez autrement, vous apprenez encore quelque chose d'autre. Oui, j'ai toujours voulu apprendre, surtout quand il s'agit de son propre métier. C'est important d'apprendre toutes les facettes. Et après de se faire... c'est un peu ce qui fait mon producteur de Vatia, qui se mêle de tout. Et donc, c'est comme ça qu'il réussit, en fait. Et vous avez été élu Liégeois de l'année en 2009. Oui, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. C'est quoi? C'est un diplôme, un titre? C'est venu comment? Oui, c'est quelqu'un qui porte le prestige de Liège dans le monde, ou alors ailleurs, quoi, à l'international. Voilà. À l'international, vous êtes allé au Brésil? Oui, j'ai fait une tournée au Brésil parce qu'ils cherchaient un chanteur qui savait tenir la scène de façon assez musclée, assez énergique. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai fait Mozart Opéra Rock. On m'a choisi pour ça. Parce que je savais courir sur scène, chanter en même temps, voilà. Et au Brésil, qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est venu? Une tournée avec un groupe allemand. Oui. La plupart, c'était des covers, c'est-à-dire comme ça, mais faites de façon très, très intense, comme ça. Et donc, il y avait des gros publics. On était sur les places publiques, on faisait des concerts. C'était super. Mais en plus, les Brésiliens adorent la fête, adorent la musique. Oh, le public brésilien. Qu'est-ce que je rêve de le recroiser dans ma vie, alors. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont parfaits. Ils crient plus ils font plus de bruit que les caisses qui envoient la musique. Ah oui. Incroyable. Et qu'est-ce que c'était votre répertoire à l'époque? C'était du rock. C'était ça, Led Zeppelin, U2, voilà, ce genre de choses. Et ils connaissaient bien sûr au Brésil, parce qu'en général, c'est plutôt le carnaval, la bossa nova et tout ce qui tourne. Oui, absolument, oui. Et vous avez vécu le carnaval de Rio? Non.
Je l'ai pas vécu. Vous le regrettez? Oui, mais je sais que c'est pas dans les rues de Rio, c'est dans un stade. Donc du coup, c'est pas la même chose pour moi. Voilà. Parce que finalement, à cette époque-là, vous cherchez encore votre voie, vous ne savez pas encore vers quoi vous allez aller? Non, je suivais juste... j'étais sûr du rock, mais pas de tout le reste, voilà. Et la Belgique, finalement, vous êtes content d'avoir passé plusieurs années, plusieurs mois en Belgique? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, en réalité, je voulais vivre à Paris, mais en Belgique, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'apportait de pouvoir travailler sérieusement à la musique, même au niveau technique. C'est ça que j'ai appris en Belgique, en fait. Vous avez appris les arrangements aussi? Oui, j'ai croisé des gens qui étaient très intéressants. D'ailleurs, le compositeur de la chanson, qui s'appelle Rendez-vous au pont, oui. que c'est mon dernier single, oui. enfin, mon single, mon oui. premier single. C'est un Belge, c'est un garçon belge qui était décédé à l'époque, voilà, qui était un ami à moi. Voilà. Voilà. En même temps, la Belgique, ils sont très ouverts aux Français et aux Italiens. Absolument, oui, totalement, oui. Ce qui, à la limite, en France, on vous aurait pas accueilli comme ça. Non, pas comme ça. Oui, pas aussi facilement. Voilà. Ouais. En tout cas, la France vous a accueilli ensuite et on va l'évoquer à travers une date que vous n'avez pas du tout oubliée, le 9 novembre 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Michelangelo Loconte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michelangelo Loconte. On a évoqué un parcours qu'on ne connaissait pas, votre premier parcours, à la fois en Italie et en Belgique, dans le rock. Mais il y a une date très importante, le 9 novembre 2010. Écoutez. Première de Mozart, ça a changé votre vie, Mozart? Oui, Mozart, ça a changé ma vie. C'était le passage vraiment d'artiste qui rêve d'être artiste comme ça à artiste professionnel pour de vrai. Moi, mon grand-père, un jour, il m'a dit, le jour où quelqu'un va mettre de l'argent sur ta tête, c'est là que tu deviendras un artiste. Alors, comment c'est né? Comment vous êtes arrivé dans Mozart pour jouer le rôle de Mozart, Michelangelo Loconte? Je crois qu'en fait, j'ai croisé Jean-Pierre Pilot, un grand compositeur français qui travaillait pour Zazie à l'époque. Et je l'ai croisé en Belgique, justement, où on peut facilement rencontrer des artistes, voilà, même français. Et c'est lui qui a téléphoné à Dovatia, qui lui a dit qu'il était intéressé à une personne qui aurait pu faire Mozart comme ça. Et après, j'ai fait le casting quand même à la loyale, comme ça. Et c'est là qu'effectivement, ils ont eu l'idée de me mettre faire ce rôle-là. Mais c'était très important, le rôle principal en France, alors qu'on n'est pas connu. En France, c'est un risque. Moi, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec une femme qui travaillait au Parlement européen, qui m'a dit, mais en fait, tu n'y arriveras pas, comment tu vas faire? Il te faut 15 ans pour te faire connaître, au moins, avec une band ou alors, comme ça. Et moi, j'ai dit, non, un an. Il me faut pour me faire connaître. Et effectivement, après, comme par magie, est arrivé Mozart l'Opéra Rock. Voilà. Mais il se trouve aussi que la force de Dovatia et d'Albert Cohen, ils travaillaient ensemble à l'époque, ça a été de dire on lance l'album avant le spectacle, un an à l'avance. Et ça, c'était novateur. Mais ça, ils le font. Ça, c'est une grande idée. Que les gens de Broadway, ils ont vu un tout petit peu à la France comme ça. Donc, ils arrivent, Albert Cohen et Dovatia, ils arrivaient en fait à prendre des artistes, à les stariser avant. Et après, donc, faire... En fait, ils n'ont pas besoin d'engager des stars puisqu'ils starisent leurs artistes et après, ils arrivent à en faire tout un succès, quoi. Vous vous souvenez du soir de la première, ce 9 novembre 2010? Oui, je me souviens que Dov, il est parti au bar parce qu'il ne veut pas voir les premiers. On avait des gens qui critiquaient évidemment ce travail de Mozart l'Opéra Rock comme ça. Moi, je me rappelle la conversation avec un journaliste qui avait dit, mais en fait, c'est pas vous parlez de Mozart, mais pas dans le Prestige. J'ai su répondre que Mozart lui-même ne se produisait pas dans le Prestige. Donc, du coup, mais c'était compliqué pour nous parce que s'attaquer dans le pays des puristes qu'est la France à Mozart, c'était dur. Voilà. Et le soir de la première a été un triomphe. Oui, je crois. Ah oui. Pas pour tous, mais oui, pour le public, oui. Pour le public, oui. En même temps, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle qui découvraient Mozart. Oui, étrangement. Voilà, comme quoi, c'est utile. Vous connaissiez Mozart avant de le jouer? Oui. Vous aviez écouté, parce que vous êtes plutôt rock, donc Michelangelo, vous connaissiez quand même Mozart. Ben, je suis rock parce que j'aime vraiment la musique. Donc pour moi, Bach, Beethoven, Mozart, je connaissais déjà. Voilà. Exemple, celle-ci qui est la plus connue.
de nuit, tout le monde connaît. Et Mozart l'a composé adolescent, avant sa premier voyage en Italie, justement en Italie, Oui. en tournée avec sa sœur. Oui, exact, oui. Et c'est vrai que bon, il a fallu quand même vous renseigner sur Mozart avant de le jouer. Ou est-ce que vous avez joué instinctivement Mozart? Non, j'ai fait quand même un travail intérieur assez important. J'ai lu quelque chose, mais surtout j'ai compris que je devais inventer ma façon de faire Mozart. Et c'était... J'ai mis le son... En fait, je me suis centré sur l'émancipation. Le vrai problème de Wolfgang Amadeus Mozart. La raison pour laquelle... il avait ce problème avec son père, la raison pour laquelle il a demandé en mariage une certaine Aloysia Weber, comme ça, et la raison pour laquelle sa mère est morte à Paris et qui n'a pas tout de suite fait une lettre à son père, mais il est allé beaucoup plus en retard sur la question, et que voilà, c'est toujours l'émancipation. Il voulait se marier, il voulait être un homme devant son père, voilà. Donc je me suis rappelé de moi quand j'étais petit. D'ailleurs, c'était un conseil d'Eric Elmosnino que j'avais connu. Oui. Et le grand acteur On français. connaît bien, oui, qui a joué Gainsbourg. Exact. Et que lui, il me disait, moi, tu sais, j'ai des ampex, il y a des enregistrements, c'est dur pour moi de faire Gainsbourg. Elle dit, pour toi, par contre, il n'y a rien. Tu peux l'inventer, Mozart, à ta façon. Et donc, du coup, c'est vrai. Et moi, j'ai centré sur l'émancipation. Je lui ai donné des gestes de Peter Pan, parfois, vu en dessin animé, parce que j'adorais ça quand j'étais petit. Et j'ai fait mon interprétation, même dans les erreurs ou dans les choses bien que j'ai fait, parce que j'avais les armes que j'avais à cette époque-là. J'étais pas trop expert. Aujourd'hui non plus, hein, je vous rassure. Mais en fait, j'essayais de lui donner une interprétation basée sur l'émancipation, sur l'envie de devenir un homme, mais l'impossibilité de l'être, en fait. Ouais. Et grâce à vous, beaucoup de jeunes ont découvert Mozart. Certainement, je crois, oui, possible. Et aimé Mozart en plus. J'espère. Au-delà de la comédie d'opéra rock. Alors, il se trouve qu'il y a Maria Anna qui est là dans le spectacle, sa sœur. Oui, c'est Constance Weber. Voilà. Ah oui, non, c'est oui, Anne-Marie, donc Nannerl, oui, Nannerl, Voilà. sa sœur, oui. Et vous savez qu'il y a un mystère autour de Maria Anna, mais qui continue depuis 3 siècles. On pense que certains morceaux de Mozart ont été composés et arrangés par sa sœur. C'est possible que lui, il a repris des choses de sa sœur quand il était petite. C'est très possible. Voilà. Oui. Et il y a un cahier jaune dans un musée, et les chercheurs essaient de savoir si c'est bien l'écriture de Mozart ou celle de son père ou celle de sa sœur. Ça fait 3 siècles qu'ils cherchent. Alors, il se trouve aussi que vous découvrez le Palais des Sports de Paris. Et ça a été aussi un lieu magique pour vous. Oui, c'est encore aujourd'hui magique. C'est une salle qui la connaît bien. Hier, j'ai discuté avec Héloïse Delhomme, l'attachée de presse, qu'elle aussi, elle a dit qu'elle sent une magie dans cette salle. C'est quelque chose de convivial, quelque chose qui nous correspond à tous. C'est différent. Il y a des scènes qui ont cette magie-là, comme l'Olympia par exemple. Voilà. Il dégage de bonnes énergies. Voilà. Alors, il y a aussi ce Palais des Sports, il a été construit en 60, et l'un des premiers événements, c'est un concert de Johnny Hallyday qui débutait à l'époque. Alors, on dit qu'on a cassé les fauteuils pour ce concert. En fait, c'est faux, il n'y avait pas de fauteuil, il y avait des barrières que les jeunes ont soulevées. Et en fait, c'était un concert pour lancer les artistes des disques Vogue où Johnny passait 5 minutes. Voilà. Et ça a fonctionné, c'est devenu mythique. Et il y a eu aussi les Misérables. Les Misérables qui sont dans le monde entier, oui. Ils sont nés au Palais des Sports parce que Robert Hossein a décidé de les monter. Magnifique. Robert Hossein qui faisait tout au Palais des Sports. Oui. Exactement. Alors, Mozart, ça a été de très longues répétitions, c'était pas évident. C'était un an de répétition, plus ou moins. Oui. C'est-à-dire Un an entier, c'est-à-dire, oui, c'était des longues répétitions, des lectures comme ça. Vous savez, c'était Olivier Dahan, le réalisateur, avec d'autres artistes, avec François Chouquet, qui voulait soigner bien le côté théâtre comme ça et la mise en scène. C'était très particulier, on voulait le faire vraiment bien, mais c'était ça qui est magnifique de Mozart l'Opéra Rock. Tout le monde voulait faire un super travail, et c'était des têtes ensemble qui résonnaient sur le même projet, et c'était délégué parfois à un, parfois à l'autre. Nous, les artistes, on n'était pas invisibles dans ce projet-là. On a pu y mettre notre personnalité. Oui, Voilà. et en même temps, répéter un an, c'est plutôt rare dans le théâtre. Oui. C'est un privilège. Oui. Et en même temps, vous parliez pas très bien le français à l'époque. Non, j'ai dû apprendre pendant Mozart l'Opéra Rock à peaufiner ma façon de discuter, de parler. C'est-à-dire, vous avez pris des cours ou vous êtes débrouillé tout seul? Je me suis débrouillé tout seul. Après, Dov, il m'a envoyé quand même chez un orthophoniste. Oui. Mais j'ai détesté, parce qu'elle me faisait répéter des paroles comme ça. Le trublion avec le miroir comme ça. J'ai détesté ça. Donc, j'ai séché les cours de l'orthophoniste, donc j'y allais pas. Et Dov, il m'engueulait tous les soirs. C'était très rigolo. C'était magnifique, cette période-là. C'était super. Vraiment. En même temps, vous parlez excellemment le français aujourd'hui.
j'aime la culture française. J'aime beaucoup apprendre les choses. Voilà, j'aime apprendre les choses comme les langues, comme le mieux possible. Voilà, je fais des efforts. Ouais. En même temps, pendant les répétitions, il y avait le décor. Le décor était une mécanique de précision. Et il fallait s'y retrouver là-dedans, dans le décor de Mozart. Vous le savez très bien parce que vous avez travaillé dans ce milieu. En fait, nous, les artistes, on passe. Eux, ils restent. Oui. Les techniciens, c'est important. Donc, du coup, les décors qui se déplacent à main, à cette époque-là, on voulait éviter les problèmes techniques avec des structures computérisées ou des trucs comme ça. Donc, tous les techniciens bougeaient les panneaux à la main, comme ça. C'était toute une chorégraphie que seul François Chouquet, il arrive à maîtriser, comme ça, voilà. Avec des tops de partout, c'est très difficile. Mais il fallait aussi s'y adapter pour vous. Exact, oui. Mais c'est très difficile, en fait. Mais... Et ce qui est difficile aussi, c'est de pousser la note tous les soirs, même 2 fois par jour, sans être fatigué, parce qu'il fallait donner dans Mozart. Alors ça, c'était vraiment l'intention de Dov. Il voulait des artistes qui aient vécu. D'ailleurs, je revenais du Brésil avec la tournée comme ça. Et des artistes qui avaient vécu, des artistes qui pouvaient garder la voix intègre, même avec beaucoup de représentation. C'est le problème qu'on a, nous, par rapport à d'autres artistes qui ont juste une carrière solo comme ça. C'est que tous les soirs, ça se joue, comme dans le théâtre, comme les acteurs de théâtre, sauf qu'il faut avoir la voix aussi, et il faut chanter. Voilà. Et la première à avoir chanté Mozart, c'est une chanteuse allemande qui s'appelle Eva. Mozart n'est pas rentré pour déjeuner, il doit être encore dans les champs. Depuis longtemps la pluie s'est arrêtée et le ciel est bleu comme un Une vent. chanson qui est des années 70 que vous connaissez peut-être pas. Absolument pas. Et c'est Barbara qui avait repéré Eva, une chanteuse allemande qui a vécu à Paris et qui a eu un gros succès tous les soirs avec cette chanson qui est devenue internationale. C'est parfait, c'est génial. Alors finalement, le succès de Mozart, ça a dépassé toutes vos espérances. Oui, alors un succès, on le construit aussi. Donc par exemple, mes producteurs, ils construisaient, ils faisaient des choix pour le succès comme ça. Mais oui, on n'est jamais préparé à ça. Donc oui, effectivement, oui, ça m'a propulsé, voilà, dans une autre réalité. Voilà. Et dans ce spectacle Mozart l'opéra rock, il y avait une autre chanson que vous interprétez. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Là aussi, c'est tout à fait différent. Là, on est dans le rock pur et dur, Michelangelo Loconte. Non, c'est de la variété pop. Voilà, oui. C'est de la pop song, quoi. Voilà. Et à l'époque, les jeunes ne se tatouaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un jeune sur 10 qui est tatoué. Oui, c'est plus approprié aujourd'hui. Moi, ça me rappelle en mobilette avec Olivier Schultez, on allait acheter la première copie de c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà. Mais j'étais pas sur un petit nuage, je regardais ma tête dans les rayons et je disais, allez, étape numéro 1, c'est fait, voilà. Il y a eu un disque de diamant, je crois qu'il y a eu plus de 560 000 albums vendus. Oui, disque de diamant, c'était fort. Ouais, non, oui, diamant. Diamant. Oui, platine et diamant ensuite. Oui. Mais en fait, vous avez inventé quelque chose à cette époque-là avec Dovatia et Albert Cohen. On avait osé, je dis on parce que moi aussi j'ai mis, je veux dire, mon personnage, je l'ai un tout petit peu. On avait osé quelque chose. On avait osé quelque chose qu'à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qu'ils devraient faire aujourd'hui, les créateurs de musique. Oui. Ils devraient essayer de faire des créations, oser, voilà. On y croyait, voilà. Surtout les compositeurs, ils y croyaient vraiment. Et les compositeurs et le public, car le public a suivi tout de suite, ça a été plein tout le temps. Quand on a une nouveauté, quand on a quelque chose à proposer, le public, au moins, il est intéressé. Voilà. Après, soit il te suit, soit il te suit pas. Dans ce cas-là, il nous avait suivis. Nous, on s'est rendu compte de la célébrité seulement en tournée. On avait la tête plongée dans le travail, et quand on a commencé à faire de la tournée, on a vu un jour, je pourrais jamais oublier, une queue devant la Fnac comme ça, et j'ai fait, mais il doit y avoir les Tokyo Hotel, quelqu'un comme ça. Et donc, il m'a dit, non, c'est vous. Quoi? Cette queue-là, pour vous faire les signatures, c'est nous. Oui, c'est pas les Tokyo Hotel. Ok, d'accord. Donc ça a vraiment changé votre vie. Oui. Eh ben écoutez, votre vie, elle va encore changer et on va l'évoquer à travers la date du 7 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Michelangelo Loconte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michelangelo Loconte. On a évoqué votre carrière en Italie, en Belgique, en France et surtout le triomphe de Mozart. Et le 7 février 2025, un jour nouveau avec un single qu'on va écouter, Rendez-vous au pont. On avait dit rendez-vous au pont, faut qu'on se tire
Les parents, ils sont vraiment trop cons. Faut dire, on avait dit rendez-vous au pont, on s'attendra. 2-3 fringues et quelques provisions, ça suffira. Alors ça, c'est une nouvelle aventure. C'est né comment? Parce que là, on est complètement dans un nouvel album, une nouvelle carrière, et votre premier album en préparation. C'est né comment? Alors, mon album, il est déjà imaginé depuis longtemps, il est déjà travaillé, si on veut. Moi, j'ai déjà 3 albums de côté, si on veut, parce que j'ai jamais arrêté de travailler. Depuis Mozart Depuis Mozart, déjà, oui, et même avant, et même pendant. Donc, du coup, je me suis fait vite un studio à l'époque de Mozart. J'ai utilisé l'argent de Mozart, donc déjà pour avoir un project studio à la maison. Et là, j'ai commencé à escogiter ma musique. Voilà. Et là... pour moi, cette chanson, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'avais déjà dans le tiroir. C'est une chanson de Pierre Martin, mon ami qui est décédé, qu'à l'époque, il faisait guitare-voix. Et moi, j'en ai fait une balade celtique. J'ai fait tout un arrangement comme ça. Et qu'après, il a été légalisé à l'oreille du public par Eric Serra, le grand Eric Serra, qui m'a aidé. Voilà. Eric Serra, bon, c'est le compositeur notamment du Grand Bleu, mais aussi de James Bond, de GoldenEye. Exact. Et moi, je me souviens du Grand Bleu, la première au Festival de Cannes. Le film avait été hué par le public. Et j'avais vu Luc Besson mais déprimé après dans un coin avec Anne Parillot. J'avais dit, mais ça va marcher, c'est évident que ça va marcher. Et ça a marché. Et Eric Serra, ça a débuté aussi là-dedans. Et comment il est arrivé pour travailler avec vous? Parce qu'il ne produit pas les chanteurs d'habitude. Alors, non, ce n'est pas une maison de disques qui nous a associés. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu faire une opération commerciale comme ça. Non, ça n'existe plus, les maisons de disques, de toute façon. Oui. Déjà, mais surtout, oui, mais ça existe la mauvaise information. Ça existe encore les combines. Oui, on est bien d'accord. Là, c'est de l'amitié. Voilà. On s'est connus, on s'estimait. Lui, il a assez de gentillesse pour estimer quelqu'un, même qui ne vient pas de ses grands prix et de sa vie mondiale de carrière comme ça. Donc, du coup, il m'appréciait pour la personne que j'étais, pour ma gentillesse, pour ma spontanéité. On se disait tout le temps la vérité. Et c'est là qu'est commencé une amitié. Et à partir du moment où je lui ai demandé de faire mon album, d'abord, il a rigolé. Et après, quand il a entendu la musique, il a décidé de le faire. Voilà. On a trouvé un financement d'un ami et on l'a fait ensemble. Voilà. Et vous avez choisi les musiciens, vous avez travaillé jusqu'au bout de cet album. Jusqu'au bout. Oui. Les musiciens, c'est pas n'importe qui. Vous avez choisi les musiciens qui vous correspondaient parce que vous avez l'expérience. Exact. C'est les mêmes musiciens qui ont enregistré d'ailleurs Mozart l'Opéra Rock, certains. Oui. C'est des musiciens qui en même temps ils ont enregistré le 5e élément. C'est en même temps quelqu'un qui a un grand, immense bassiste de Belgique qui s'appelle Nicolas Fissmann, que je connaissais déjà avant, qu'aujourd'hui il travaille dans l'équipe de Sting et qu'il a un groupe avec Dominique Miller, son guitariste comme ça. C'est vraiment des grands musiciens à service d'un projet qui est assez honnête. Voilà. C'est-à-dire ? C'est un projet honnête, c'est du vrai travail. C'est du vrai travail inspiré, c'est des amis qui travaillent ensemble, qui se demandent si la chanson elle est assez sensible, si elle est assez forte, c'est un travail de passion, d'ardeur. Oui, voilà. Mais aussi c'est le résultat d'années d'expérience, Michelangelo. Si. C'est un résultat d'années d'expérience, exact, oui. Parce qu'aujourd'hui, se lancer dans l'aventure d'un album, certains disent que c'est suicidaire, parce qu'il n'y a plus de maison de disques, parce qu'on n'achète plus les disques, parce qu'on n'écoute plus de chansons. Vous pensez le contraire? Ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. Tant qu'on fait de la... Il y a un problème aujourd'hui. Les gens, ils confondent la propagande avec l'information. C'est deux choses différentes, ok? Avec la communication. Quand on veut communiquer quelque chose qu'on a à dire, on est honnête, les gens te suivent. Et même si ça va pas se passer, tu auras accompli ta mission. Voilà. Dans ta vie, dans l'univers, pour les autres, je sais pas, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais quand on est honnête, on fait du bien à la société. Et la musique, elle peut renaître comme ça. L'intérêt de la musique, elle peut renaître. Il y a aujourd'hui des pays qui vivent une grande passion pour la musique, comme par exemple mon pays d'Italie. Beaucoup de choses tournent autour de la musique en Italie. C'est un business qui peut être encore vivant. C'est un business qui fait beaucoup d'écoute. Il y a encore beaucoup d'adolescents qui rêvent d'être le chanteur qu'ils adorent ou ils ont des idoles. Ce n'est pas pour rien, c'est que le système il marche mal.
C'est comme ça. Enfin, le système aujourd'hui, ce qu'on appelle les directeurs artistiques, qui sont ni directeurs ni artistiques, ils font juste leur chiffre d'affaires à la fin de l'année et ils prennent ce qui existe. Et vous aviez envie de faire autre chose. Déjà, et même les artistes, ils sont coupables de ça. Parce que les artistes aujourd'hui, quand je parle de propagande, ils se font de la propagande à eux-mêmes sur les réseaux. Ils disent « Écoutez mon nouveau single, venez me voir comme ça ». Mais c'est pas vrai, ils y croient même pas. Il y a des jeunes qui sortent des chansons horribles. J'ai envie de leur demander « Mais est-ce que tu écoutes ça chez toi ?» Voilà, ce que tu viens de chanter, c'est pas juste. Si chacun sa responsabilité, les directeurs artistiques, ils fassent les directeurs artistiques, les artistes, ils fassent les artistes, et qu'on commence une communication honnête, artistique, et qu'on fasse de la culture. Voilà. Et là, c'est aussi votre expérience de directeur artistique en Belgique qui vous a guidé, Michelangelo. Mais oui, on a besoin. C'est pour ça que j'ai fait un album avec Eric Serra. Pas parce que je suis séduisant quand je parle, pas parce que je suis intéressant. C'est parce que je disais la vérité, je voulais faire de la vraie musique. Eric Serra, il a aimé cette démarche. Il a décidé d'aider une personne qui est un autre fils de la musique, même s'il n'était pas à son niveau. Oui, voilà. Alors il se trouve pour une chanson, dans la tradition, c'est une musique et des paroles. Ce que vous avez fait, mais c'est rare aujourd'hui. Une chanson, c'est même plus que musique et des paroles. Voilà. C'est une histoire, c'est un background, une vie passée. C'est pour ça que voilà, c'est la différence entre l'intelligence artificielle et une personne. On écrit une chanson parce qu'on a un vécu. Ok, pas parce qu'on prend des codes de la chanson et qu'on essaie de monter une chanson de façon plus artificielle. Je pourrais très bien suivre tous les stratégies qu'on suit aujourd'hui pour faire la chanson qui marche. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est un autre. Voilà. En même temps, c'est vrai que l'intelligence artificielle, Antoine, le chanteur, il a donné une de ses chansons, Touchez pas la mer, à l'intelligence artificielle, sont sorties 12 versions différentes en quelques minutes. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'âme que vous avez. L'intelligence artificielle, moi, j'adore parce qu'elle est là pour nous aider. Oui. Et nous aider à ne pas être esclaves des logiciels, des ordis, comme ça, nous faciliter, rendre le tout plus intuitif. Mais pas pour nous remplacer en fait, pas pour remplacer l'humain. Cet album, vous y pensiez depuis longtemps? Cet album, je pense la musique depuis longtemps. Donc pour moi, si on veut, c'est facile de faire un album, et c'est difficile de faire un album pour le public. Mais c'est facile de faire un album d'expression artistique, c'est-à-dire de ce que je suis, de ce que j'ai à raconter, voilà, comme ça. J'ai dit déjà que j'ai au moins 3 albums dans le tiroir. Oui, voilà. mais ça peut aller très vite. En fait. Oui, mais il faut trouver plein de chansons. À chaque fois, faut écrire, faut hésiter. Une chanson, c'est beaucoup de travail pour. Et ça, il me l'a appris Dovatia. Il faut en faire 30 pour en avoir 4. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut beaucoup travailler pour avoir. Picasso disait l'inspiration existe, mais il vaut mieux qu'il te trouve en train de travailler quand elle arrive, quoi. Brassens mettait des mois à écrire une chanson, faisait 50 versions, et il faisait 10 musiques, et il choisissait après la musique qui était adaptée aux paroles. Voilà. C'est ce que vous avez fait aussi. Moi, c'est d'abord la musique. J'ai beaucoup d'idées sur la musique et j'ai souvent l'idée du centre de la chanson, c'est-à-dire du message principal. Et après, je dois développer le texte. Et le texte, c'est tout un art, c'est difficile. Pas tout le monde peut faire un texte. Même Jacques Brel, il mettait 6 mois au moins, un peu. Il retouchait tout le temps. Parce qu'il faut qu'il soit calibré. Le texte doit être calibré. Et Charles Aznavour disait, je ne termine jamais une chanson sans que je n'ai pas encore un mot à ajouter. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un travail très calibré. Les gens, ils devraient apprendre par ses maîtres parce que c'est un travail, ça se travaille beaucoup. Alors, c'est le point de départ de quoi, cet album? D'autres choses d'album, de la scène, d'autres choses pour vous, Michelangelo? Ça parle de moi adolescent. Émancipation. C'est le point de départ de la vraie expression artistique de ce que j'avais à dire depuis longtemps. Je me suis mis de côté pour porter Mozart dans le monde et je n'étais pas prêt à faire un album parce qu'à chaque fois, je n'étais pas aligné avec les autres, avec l'opinion des autres comme ça. Mais là que j'ai trouvé des gens qui réfléchissent comme moi, c'est possible. Voilà, donc du coup, voilà. Et Mozart dans le monde, justement, on va en parler. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose. Alors, ce qui est extraordinaire, Michelangelo Loconte, c'est que Mozart, vous l'avez joué en France, en Belgique, mais aussi en Corée du Sud, en Chine et à Taïwan. Oui, un peu partout. Et en Russie. Oui, en Russie, partout, en Ukraine, partout, oui. Même en Turquie, un peu partout, en fait. Mozart, c'est un langage, c'est un thème universel. Donc, ça peut intéresser le monde entier.
Et la pièce, elle est bien faite. Le musical, il est vraiment joli à voir. Donc, du coup, les gens qui ont voulu faire le pari dans le monde de diffuser ça, c'est-à-dire de représenter cette pièce, ils ont gagné. Donc, ils ont pu faire des grandes tournées. Moi, je reviens de 7 tournées, une tournée merveilleuse de 7 mois. En Chine, voilà, j'y reviens juste. Voilà. Le public chinois, c'est incroyable. Il écoute, il adore les Français. Oui, il disait qu'ils adorent le vrai musical bien fait et ils adorent le style de musical français. Eux, ils sont neutres parce qu'en fait, ils reçoivent le West End, ils reçoivent Broadway, les troupes originales. Ouais. Et ils peuvent choisir librement. Donc, du coup, ils adorent le côté du musical français qui fait des vrais songs, des tubes, et pas des musiques comme ça. C'est un genre différent, celui français, donc on devrait le valoriser en fait. Oui, et d'ailleurs, ils sont tellement amoureux de la France et de Paris que je sais que 1789, qui est monté en Chine, ça se termine par un French cancan. Je ne sais pas si vous le savez. Non, ça je ne savais pas. Et ben voilà. J'ai envie de voir là. Il faudrait que vous... Quelle curiosité. Oui. Mais c'est extraordinaire. Et c'est vrai que les Chinois sont très accueillants pour les Français, ou même les Italiens. Oui, absolument. Oui. Ils sont très accueillants. Ils ont dit que c'était un public froid, mais non. En fait, si tu sais les provoquer, ils sont pires que nous. Ils crient, ils se mettent debout, ils applaudissent. C'est magnifique. En fait. Alors l'avenir maintenant, c'est cet album. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que maintenant il y a un single qui est sorti et l'album va sortir ensuite et ça va être le début de l'aventure. Alors, ça pourrait être même court, mais oui, c'est le début de l'aventure. Moi, en tout cas, j'espère juste de pouvoir être légalisé en tant qu'artiste qui fait ses chansons. Ça ne m'importe pas d'avoir un énorme public. Ce qui m'importe, c'est de faire des chansons et de pouvoir les sortir pour une audience, de les faire écouter. Voilà. Mais le but de la communication. Mais l'audience, elle peut être large. Oui, elle peut être large. Parce que c'est quand même des chansons accessibles à tout le monde. Oui, parce que si quelque chose te plaît beaucoup, ça risque de plaire aux autres, en fait. Oui. Exactement. Alors justement, il y a une autre chanson dans cet album qu'on écoute en avant-première, et cette chanson, pour vous, c'est une façon de boucler la boucle. La vita è Aria, que vous aviez chanté au Festival des Inconnus, vous le reprenez dans cet album. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ma chanson. C'est une chanson qui m'a permis, dans ma ville, d'être appelé artiste. À partir du moment où j'ai fait cette chanson, je l'ai présentée sur scène, les gens ont cru que j'étais un artiste, pour de vrai. Voilà. Donc ils ont dit, ok, la chanson elle est super, tout le monde aimait cette chanson, et c'est la chanson qui m'a fait démarrer avec la band Art Decade. Oui. Et grâce à mon batteur Francesco Carnevale qui vient de décéder, voilà, comme ça, voilà, même s'il était jeune. Et c'était une période géniale, c'est cohérent. Je suis une personne cohérente. Voilà. Vous avez fait beaucoup de choses, et pas seulement Mozart, mais votre carrière commence vraiment aujourd'hui? Votre vie musicale, votre vie artistique? Oui, je crois que oui. Oui. Et comment vous avez, en dehors des chansons, comment vous envisagez l'avenir? Faire de la scène, refaire d'autres spectacles? Je voudrais représenter sur scène. Je crois que si on me donne la possibilité de représenter sur scène ces chansons-là, je crois que les gens vont comprendre enfin plus ou moins qui je suis pour de vrai. Voilà. Ne vous serez plus caché derrière le masque de Mozart ou le maquillage de Mozart? Exact. Le maquillage, c'est mon maquillage que j'ai donné à Mozart. Oui. Mais ça a toujours été le vôtre. Oui, c'était une des originalités de la pièce Mozart Opera Rock. Oui. Garder la personnalité des artistes qui, voilà, comme ça. Moi, Florent Morte, Mélissa Mars, tous les gens qui ont fait partie n'ont jamais changé d'attitude, de look, voilà, ils ont intégré notre look dans le musical. Voilà. C'est magnifique. Et ce qui est magnifique, c'est de cette aventure. Donc, pour l'instant, il y a un premier single, l'album sort en avril, je crois. Oui. Et puis là, ensuite, il se passera d'autres choses. J'ai envie vraiment de m'exprimer. Je sais pas si j'aurai la possibilité, mais j'ai envie de faire des albums, j'ai envie d'écrire des chansons et de pouvoir même, comme je sais écrire en français, des textes, parce que j'écris en français, j'ai pas osé dans cet album de dévoiler mes textes. J'avais une chanson qui s'appelle L'image du temps. Mais j'ai pas osé, voilà, comme ça. Mais bientôt ça va arriver. J'espère vraiment qu'on m'en donne la possibilité. Ouais. Ben, j'en suis certain. En tout cas, ce n'est que le début. On est heureux de vous avoir accueilli en avant-première dans Les Clés d'une vie, et j'espère que ça vous portera bonheur, car vous le méritez. Merci. Merci Michelangelo. Merci beaucoup. Merci Michelangelo Loconte. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.